Alors voilà pour l'analyse économique du budget. Maintenant pour l'analyse politique, je retrouve Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par la même question que j'ai posée en terminant à Clément Gignac. Est-ce que c'est un budget qui répond aux besoins de l'économie canadienne ou aux besoins d'un gouvernement qui se prépare à aller en élection? Geneviève, je vais commencer avec vous. J'ai envie de dire un peu des deux, mais je suis pas convaincue. Un gouvernement qui se prépare à aller en élection, à mon avis, oui, il y a énormément de mesures qui ciblent énormément de groupes. Ça montre aussi un peu la philosophie du gouvernement vis-à-vis son rôle dans l'économie, dans la société, très interventionniste. On n'est pas trop surpris, mais quand même beaucoup d'ampleur dans cette intervention-là. Daniel? Pour ce qui est de oui, terminez, Geneviève, allez-y. Pour ce qui est de l'économie, je suis moins certaine parce que je suis pas convaincue qu'on sait c'est quoi les besoins de l'économie. Alors, il y a des mesures qui me semblent intéressantes, par exemple, d'aider les PME pour l'économie numérique, par exemple, parce qu'on sait que durant la pandémie, ça a été un problème. Mais est-ce que toutes les mesures et tous les milliards de dollars vont bien cibler l'aide économique? C'est seulement le temps qui va nous dire si, effectivement, le gouvernement a bien fait les choses. Daniel, un budget préélectoral? Bon, écoutez, dans un contexte de parlement minoritaire, tous les budgets sont préélectoraux, mais je pense pas qu'on ait d'élections ce printemps ou même au début de l'été à cause de la troisième vague et de la COVID. Mais c'est vrai que l'automne, fin de l'été, automne, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est un budget qui certainement les libéraux seraient prêts à aller en élection et défendre ce budget-là, notamment la question des garderies, de la petite enfance, qui semble vraiment au cœur de leur agenda politique. Maintenant qu'il est déposé, on attendait ça depuis un bon bout de temps. Ce budget, évidemment, devrait être adopté par le Parlement. Le gouvernement est minoritaire. Il y en a vraiment pour tout le monde dans ce budget. Geneviève, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le NPD vote en faveur du budget, comme il l'a toujours laissé entendre, ou est-ce qu'il pourrait s'abstenir? Oui, c'est une bonne question en disant, ben moi, j'y vais pas et on verra ce que les autres partis font. C'est un peu risqué, par contre, parce que si le NPD s'abstient, il faudrait que le Bloc appuie le budget et c'est pas gagné non plus. Je pense que le NPD a dit clairement ces derniers temps qu'ils ne veulent pas aller en élection, que même si le budget n'était pas parfait, ça serait quand même préférable de voter pour ce budget-là que de risquer d'aller en élection. Bon, ils vont dire c'est à cause de la pandémie, la troisième vague, mais il faut aussi penser que le NPD, ben les finances commencent seulement à se replacer. Ils sont peut-être pas prêts pour aller en élection pour le moment. Donc, je serais vraiment surprise que le NPD décide soit de s'abstenir, soit de voter contre. J'ai l'impression que les libéraux le savent aussi et s'attendent à ce que ça soit adopté assez facilement. Oui, Daniel, du côté des conservateurs, on a entendu tout à l'heure M. O'Toole dire qu'il va proposer des amendements. On peut s'attendre à quoi? Bon, écoutez, les conservateurs savent que le NPD va probablement voter en faveur du budget. Donc, ils peuvent adopter une approche critique, même si, écoutez, c'est clair que Erin O'Toole, son autorité en tant que leader a été amoindrie par le récent congrès conservateur. Sa cote de popularité est en baisse. Il veut pas s'en aller à l'élection. C'est clair, les conservateurs dans les sondages, c'est pas favorable en ce moment pour eux. Donc, ils vont critiquer, ils vont proposer des amendements, mais ils espèrent bien que le NPD ou peut-être le Bloc vote en faveur du budget pour pas avoir d'élection, parce que pour eux, ce serait pas au bon moment. C'est pas au bon moment pour les Canadiens en général non plus, là, il faut le dire, à cause de la troisième vague de la COVID. Sur le programme national des garderies, maintenant, ça fait des décennies que les gouvernements à Ottawa promettent ça. On parle d'une annonce historique. Geneviève, quel impact ça pourrait avoir sur les prochaines élections? Ça pourrait peut-être être la question de l'urne, c'est-à-dire la question sur laquelle les électeurs vont baser leur choix. Avant la pandémie, on parlait beaucoup des garderies, mais on n'arrivait jamais à mettre ça en place. Il y avait toujours cette notion de ça coûte trop cher, est-ce qu'on a les moyens de se le payer, etc. Et là, la pandémie a révélé à tout le monde que oui, ça coûte cher, mais on en a besoin et oui, il faut avoir les moyens de se les payer. Il y a vraiment un changement d'attitude qui s'est fait dans le reste du Canada. Et donc, il y a comme une opportunité à saisir de la part du gouvernement, puis je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. En plus, il présente un programme un peu différent de ceux des prédécesseurs, comme Jean Chrétien, Paul Martin. C'est-à-dire que ça va être des ententes bilatérales. Alors, ça va être négocié de province en province. Ce ne sera pas nécessairement un programme national de mur en mur ou d'océan en océan, là. Donc, il va y avoir un peu de flexibilité aussi qui va pouvoir se mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques de chaque province. Autre mesure qui découle de la pandémie et surtout de la crise dans les CHSLD, Ottawa qui investit 3 milliards pour s'assurer que les provinces offrent des normes plus élevées dans les établissements de soins. On va donc imposer des normes nationales dans les CHSLD. Daniel, on peut se demander comment ça va être reçu au Québec?
Écoutez, j'ai bien lu le paragraphe du budget là-dessus, la section du budget là-dessus, et on n'utilise pas le terme norme nationale. J'ai vérifié en anglais et en français. Donc, je pense on est assez stratégique dans la façon dont on a rédigé le budget. On ne veut pas avoir de confrontation avec François Legault, qui reste l'un des premiers ministres provinciaux les plus populaires, peut-être quelques mois avant des élections fédérales. Donc, je pense qu'il va y avoir de la flexibilité, en tout cas en ce qui concerne le Québec. Donc, les normes nationales, moi, j'ai pas vu ce terme-là n'est pas utilisé dans le budget. Donc, il y a peut-être un peu de flexibilité ici pour justement éviter un affrontement direct avec François Legault, qui est vraiment contre ça. Les normes nationales. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres premiers ministres provinciaux qui sont aussi prononcés contre. Oui, justement, Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un budget qui empiète sur les compétences fédérales en quelques secondes? Les compétences provinciales, je veux dire? Oui, santé, garderie. On parle même de la bonification, par exemple, la prestation canadienne pour les travailleurs aussi, ça va un peu dans le secteur social. C'est le problème du gouvernement fédéral. Les besoins sont dans des secteurs sous juridiction provinciale. Et donc, si le gouvernement fédéral veut montrer à la population qu'il s'intéresse à leur sort, puis que, oui, il veut faire tout ce qui est possible, ce qu'il peut faire, là, entre ses moyens, il doit empiéter sur les juridictions provinciales. Certaines n'aimeront pas ça, mais d'autres vont aimer ça. Je pense à l'Atlantique, par exemple, qui voit plutôt bien d'un bon œil cette intervention-là. Mais évidemment, le Québec ou dans l'ouest du Canada, on sera moins content. Oui, le temps file et je veux vous entendre sur la ministre Chrystia Freeland. Quand même, c'est un baptême du feu pour elle aujourd'hui. Madame Freeland a écrit l'histoire en devenant la première femme à présenter un budget au Canada. Daniel, est-ce qu'elle a passé le test, Madame Freeland? Oui, je pense que oui, mais il y a toujours l'épreuve du temps. On va voir ce qui va se passer au cours des prochains mois au sujet justement de la relance économique, la mise en œuvre de ce budget-là, si l'économie s'améliore et surtout si les libéraux se maintiennent et même augmentent leur avance dans les sondages et qu'ils remportent la prochaine élection en partie sur la base de ce budget-là. C'est évident que ça va augmenter encore ses chances dans le cas d'une potentielle course à la chefferie parce que c'est quelqu'un qui est considéré comme étant l'un des remplaçants ou des remplaçantes possibles de Justin Trudeau. Elle est vraiment en haut de la liste. Et donc, je pense que sa position politique au sein du gouvernement libéral, mais aussi du Parti libéral, est vraiment excellente. Oui, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Mme Freeland? Oui, je partage l'avis de Daniel, puis le temps nous le dira aussi si ça tient la route dans les mesures, leurs effets, là, les mesures qu'elles vont donner. Je peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil en pensant que c'est Pauline Marois au Québec qui avait lancé les garderies. C'est Mme Freeland. Est-ce qu'il a fallu attendre une femme pour avoir un gouvernement un petit peu plus préoccupé par la situation des femmes, par les situations des moins nantis? Peut-être. Alors, on verra la suite des choses, mais oui, je dirais que c'est réussi aujourd'hui. Bon, alors mission accomplie pour la première femme à être ministre des Finances au Canada. Geneviève et Daniel, c'est toujours un plaisir de vous entendre. On aura l'occasion certainement bientôt de se reparler de ce budget. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée.